Je veux dire, mais vous voyez, si je vais produire une proposition du genre, imaginons que le gouvernement français soit conscient et courageux. On a déjà deux impossibilités. La conscience et le courage. Donc déjà, on a des types complètement abrutis qui sont entrés dans une sorte de vénération de l'Allemagne qui ne sait elle-même pas où elle va. Donc l'histoire, c'est aussi l'irrationnel et la folie collective. Hein. L'histoire de l'Europe, c'est rempli de ça. C'est quand même, c'est ça, on est en train de gérer de l'irrationnel actuellement. Georges Marchais, vous avez en face de vous Emmanuel Todd. Emmanuel Todd a donc publié en 1976, je dis bien aux téléspectateurs, 1976, un livre intitulé La chute finale. Et à la première page, mais la première page, on lit ceci, on a pu lire ceci il y a donc 14 ans. Les tensions internes du système soviétique approchent de leur point de rupture. Dans 10, 20 ou 30 ans, c'était donc 13-14 ans, un monde surpris assistera à l'effritement ou à l'effondrement du premier des systèmes communistes. C'est quand même assez extraordinaire. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont été capables de voir ça et de l'analyser. Alors, et parce que de ce livre étonnant, vous analysiez, et je dois dire que moi, mea culpa, je ne vous ai pas invité pour ce livre, donc je ne l'ai pas vu non plus. Sur quoi vous fondiez-vous pour faire cette analyse? Je sais pas, dans le livre, il y a toute une batterie d'indicateurs. Et donc, on est vraiment, je veux dire, ça paraît drôle, parce qu'il y a 10 ans, c'était l'effondrement du communisme, hein, et donc on se disait, c'est le triomphe du capitalisme, et je reconnais que c'est un peu étrange, 10 ans après, de dire, ben, ça y est, le capitalisme est en crise à l'échelle mondiale, surtout que c'est dans un total de déficit de réflexion intellectuelle, et le cœur de ce système, c'est les États-Unis. Massivement, les populations passent des seuils, 50% des hommes savent lire et écrire, ensuite 50% des femmes, et presque mécaniquement, la fécondité baisse ensuite. Et on voit apparaître, et actuellement, si vous prenez une carte du monde musulman, pour un démographe, ce monde n'existe pas. Il y a une très très grande variété de situations. Alors, il y a une confusion qui s'établit, c'est que cette phase de transition démographique et de hausse des taux d'alphabétisation correspond le plus souvent à de la désorientation psychologique pour les populations. Ça s'est passé en Europe. C'est-à-dire que dans l'équivalent de l'histoire européenne, l'Europe a été très violente et agitée. Il faut bien voir, quand les gens s'alphabétisent, les fils savent lire, les pères ne savent pas lire, les relations d'autorité sont désorganisées dans la famille. Quand la fécondité baisse, ça veut dire que les gens commencent à pratiquer le contrôle des naissances, ça veut dire que les rapports entre hommes et femmes sont en cours de réaménagement, et donc vous avez une phase de désorientation, vous avez des crises, vous avez des phénomènes comme la révolution iranienne ou des phénomènes terroristes, et puis les choses s'apaisent. La plupart des pays européens sont extrêmement mal à l'aise, on se rend compte que tout le monde va être dans la récession, la domination allemande est très très mal vécue, tout le monde en Europe attend l'élection de Hollande, le système est en train de basculer. Et dans ce contexte, avec ces concepts nouveaux, je veux dire, mais dans un premier temps, je pense que la remise en question du système va se produire. Comme j'ai payé très cher le concept foireux et humoristique de hollandisme révolutionnaire. Là, il y a une ouverture tout à fait extraordinaire, qui met une instabilité dans le système idéologique fondamentale. C'est le foirage de l'euro. C'est rare qu'une population entière ait sous les yeux l'incompétence de sa classe dirigeante. Si on veut sortir de ces trucs d'austérité, il faut que l'État retrouve sa capacité de création monétaire. Il faudra liquider une partie de la dette, il faudra faire un élément de défaut sur la dette dans la sortie de crise. Mais pour ça, il faut redevenir maître de sa monnaie. Donc il y a toutes sortes d'avantages pratiques et en fait, on ne peut rien faire. Je veux dire, quand j'ai vu des textes de parti gauche, c'est ce que vous m'avez envoyé là, où il dit qu'on peut tout faire sans sortir de l'euro, c'est juste pas vrai. C'est-à-dire qu'un parti qui dit ça ne peut pas gouverner. Je veux dire, un parti qui arrive, le front de gauche arrive au pouvoir avec des mesures radicales et reste dans l'euro, en 15 secondes, il devient François Hollande. Sans problème. Et donc, dans cette même période d'excitation anti-Trump fébrile, et avant, il y avait eu publication de toutes sortes d'études démographiques qui montraient que le cœur blanc de la démocratie américaine
souffrait réellement du libre-échange. C'est-à-dire que la mortalité des hommes et femmes blancs de 45 à 54 ans avait recommencé à augmenter entre 1999 et 2013. Et je suis pour quelques mois encore membre de l'Institut national d'études démographiques et donc capable d'évaluer ce que ça représente en termes de niveau de souffrance sociale. C'est une mortalité qui est créée par des causes anormales, alcoolisme, suicide, empoisonnement, enfin poisonings et des choses comme ça. Donc c'est une mortalité psychosociologique, si on peut dire. Et donc la violence de cette chose m'a indiqué que c'était le discours de Trump. Donc là où tout le monde disait Trump est méchant, Trump n'est pas gentil avec Hillary Clinton, il raconte n'importe quoi. Moi, j'avais lu son dernier bouquin, Crippled America, qui n'est pas un chef-d'œuvre littéraire, donc l'Amérique estropiée, dans lequel il disait que ça n'allait pas en Amérique. Donc il y avait les démocrates qui étaient là avec leurs valeurs, un peu comme le Parti socialiste français, donc se gargarisant de grands mots moraux. Et il y avait Trump qui disait que l'Amérique allait mal, que les gens souffraient. Et donc il disait la réalité. La raison fondamentale pour laquelle Trump a été élu, c'est que, et encore une fois, je sais que je vais sortir avec la réputation de Trumpophile de gauche, que je déteste d'avance, mais Trump, c'est au-delà des choix de politique économique, c'est un type qui parle de la réalité. Il parle de la réalité déplorable de l'état des classes moyennes aux États-Unis, qui au départ comprenaient la classe ouvrière, et il parle de la réalité du monde. Je veux dire, quand il dit que les Européens doivent plus payer, qu'il faut arrêter de déconner avec la Russie, que la Chine est un problème, pas parce qu'il en veut à la Chine, mais parce que le commerce avec la Chine détruit l'intérieur de la société américaine, il parle de la réalité du monde. La réalité du monde, c'est un monde, et il dit que l'Amérique n'est plus respectée. Les Allemands, qui contrôlent l'ensemble de l'Europe maintenant, se contrefoutent des Américains. Ils n'obéissent plus aux injonctions dans le domaine économique. Les Saoudiens font des choses très ambiguës. Les Turcs n'obéissent plus. Les Philippins n'obéissent plus. Il n'y a plus que les Japonais, je dirais, pour des raisons de nécessité, sont les seuls alliés loyaux des États-Unis. Alors, Hubert... Je pense qu'on peut commencer à spéculer sur l'intérêt du concept d'eurofascisme.